La recette de cuisine n'est pas un genre littéraire, à peine une forme d'écriture. Griffonnée à la main sur une feuille volante, consignée dans un livre de cuisine, la ségrégation se devine déjà à la place qu'on lui réserve. Exclue des bibliothèques, elle se range pour découvrir. Alors qu'on admet assez volontiers que le livre de cuisine puisse être autre chose qu'un manuel, la recette, elle, reste avant tout technique. Elle est un palier, une transition, qui ne recule pas sa capacité à la matérialisation, qui est jugée pour son résultat. La bonne recette, éprouvée, pratique, exacte dans ses indications et dans ses proportions, est celle qui conduit à la production du bon plat. La recette, a priori, ne raconte donc rien, elle ne veut rien dire au-delà de ce qu'elle dit explicitement. Pourtant, notre expérience de cuisinier amateur et de collectionneur de recettes suggère autre chose. Nous collectionnons aussi les recettes de cuisine, un autre dessin que celui des cuisiniers. Employé comme support symbolique ou narratif dans la fiction, on conçoit aisément les recettes de matérialisation potentielle. C'est moins évident quand la recette apparaît dans un contexte qui lui donne la place d'honneur, comme un livre de cuisine par exemple. Penser la recette comme un écrit, et même pourquoi pas comme genre ou style, soulève la question cruciale de ce contexte textuel. Pourquoi et pour qui écrit-on les recettes? Mais la question est aussi comment. Au-delà de l'utilité évidente de la recette, l'utilité technique bien sûr, mais aussi commerciale, comme dans le cas de la révolution ménagère des années 50, sanitaire, sociale, morale, il faut donc aussi considérer sa dimension rhétorique, son statut littéraire. Avec la manière dont elle raconte l'aliment, il s'agit d'interroger ce qu'elle raconte au-delà de l'aliment, ce qu'elle veut dire, surtout sous ses airs et plus innocemment techniques. Elle implique de questionner les limites entre la matérialité et la fiction, entre le physique et l'imaginaire, entre le sensuel et le poétique. Dans cette présentation, je propose d'aborder ces repas d'imaginaire à travers un survol très général, un peu décousu peut-être, parce qu'un peu gourmand, de techniques et de supports qui font de l'écriture et de la lecture de la recette des actes littéraires de plaisir sensuel. Comme sur les étagères d'une vraie bibliothèque de cuisine, des livres et des articles d'époque et de teneurs différentes, quelquefois pêle-mêle, un peu par hasard, un peu par goût. Le survol que je vous propose est une échappée belle, un itinéraire fait de digression. Il nous emportera vers l'histoire, la fiction et la pratique. Le repas fantasme s'ébauche à travers le texte, le contexte et le paratexte de la recette, dans le rapport qui se crée entre les mots, les images et les sens. La narration informée se fait donc dans, autour et à travers la recette. Elle interroge sa mise en scène et sa performativité. La recette n'est pas seulement une performance technique, elle est aussi un langage performatif, un spectacle narratif en mots, en soi. La rhétorique narrative de la recette se décline dans l'infinie variété du livre de cuisine, mais aussi dans les magazines féminins, sur Internet, ou comme l'héritage intime d'une mémoire familiale, à la limite curieuse d'autres genres qui questionnent déjà sa technicité. Autobiographie, roman, récit de voyage, objets graphiques, archives historiques, pamphlets, communauté scientifique, publicité. Ce contexte est déjà de la recette un objet de fantasme. Dans un passage bien connu de ces mythologies, Roland Barthes s'attarde sur les recettes du magazine Elle. Pour Barthes, ces recettes ne sont pas pratiques. Elles servent simplement de support à l'imagination des lectrices et à leur rêve de bourgeoisie. Je cite. Elle est un journal précieux, du moins à titre légendaire. Son rôle étant de présenter à l'immense public populaire qu'est le sien, les enquêtes en convoi, le rêve même du chic, d'où une cuisine du revêtement et de l'alibi, qui s'efforce toujours d'atténuer ou même de travestir la nature première des aliments, la brutalité des viandes, la brute des crustacés. Dans cette cuisine, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé. Fin de citation. À cette cuisine alibi, je peux correspondre des recettes alibi, et entend sous ce nom des recettes qui ne sont clairement pas écrites dans un but technique, des recettes qui servent à autre chose. Cela semble évident dans le cas de recettes de fiction, lorsqu'elles surgissent autour d'un roman, d'un film, d'une autobiographie, d'un poème. Pensez au Cake d'amour de Podane, par exemple, un film de Jacques Demy, recettes en chanson et en vers, mais recettes d'appareil et d'apparence, absolument non cuisinables. J'ai essayé et je ne le conseille pas. Comme le remarque Sarah Sitz dans un article sur l'usage de la recette dans la fiction contemporaine, la recette est alors périphérique, jamais au centre de récit. Elle remplit plutôt une fonction complémentaire, métaphorique. Dans son article, elle prend l'exemple du roman à succès de Laura Esquivel, Comment avoir la chocolat, traduit en français par Chocolat amer, publié en 1989. Certes, les recettes de ce roman mexicain sont cuisinables, mais leur fonction principale est romanesque plutôt que technique. Elles servent d'outils narratifs, de marqueurs à la progression de l'intrigue. Comme les délicates rêveries de Tita, l'héroïne du roman,
cuisine avec les roses offertes par Pedro, son amant et le mari de sa sœur, qui provoque chez les mangeurs des titillements érotico-amoureux. Mais la recette alibi n'est pas seulement affaire de poésie en lien. Que faire de ces recettes de paquets d'emballage, de pages de publicité, de supermarchés, de celles qu'on imprime sur le torchon de cuisine, des calendriers, des tabliers? Cette prolifération de la recette qui fait dire à Janet Floyd et Noël Foster, en introduction de leur collection d'essais consacrée à l'écriture de la recette, qu'elle est partout. Ces recettes sont peut-être aussi un support au rêve, mais un rêve travaillé, induit, modelé par les publicitaires, un rêve d'exotisme, de chic, qui excède les possibilités quotidiennes du produit et son contexte de consommation habituelle. Ainsi, certains paquets de petits gâteaux secs les offrent comme un vraisemblable garniture à leur rôti de viande, certains fromages industriels deviennent ingrédients de base d'une soupe de poireaux. D'autres produits promettent l'immortalité grâce à des recettes qui leur permettent de se recycler à l'infini, comme ces recettes de pot de yaourt qui promettent la production de pot de yaourt à partir de pot de yaourt. On touche ici à une éternisation étourdissante de la légende du camembert de Georges Simenon, si coulant qu'il se régénérait lui-même durant la nuit et permet à l'écrivain de survivre à la disette. Mais d'un point de vue commercial, ces recettes servent aussi à donner une apparence de légitimité, de réalité au produit. Elles comblent les blancs d'emballage pour convaincre le consommateur. Elles sont littéralement des recettes boucheron, meublant le vide, autrement silencieux de l'emballage, l'espace qui devrait être alloué à l'imagination personnelle du consommateur face au produit et au confort de ses habitudes. Littéralement boucheron, comme la recette de cookies qui se trouve immanquablement autour du couvercle du bar bien connu de Grenoble d'avoine et qui sert à reboucher l'opercule. Recette cachée en apparence seulement, car elle est annoncée sur la partie visible du paquet, comme une motivation à l'achat. La dimension fantasmatique de la recette ne concerne pas que son usage dans la fiction, mais également ses vraies recettes situées dans le contexte qu'on les attend. En considérant la recette comme un acte littéraire impliqué dans une situation énonciative, elle peut aussi être lue comme une expression d'une pulsion narrative, comme une forme d'expression, voire même de communicabilité, si ce n'est de communauté. Dans le cadre de la critique féministe, c'est en tout cas ainsi que Suzanne Leonardi la considère. Pour Leonardi, la recette crée une communauté imaginaire de femmes à travers la transmission, le partage et l'échange de recettes. C'est d'ailleurs là l'étymologie du mot. Récupérer implique un échange. La recette est donc pour elle un genre féminin, motivé par le plaisir de partager une histoire personnelle et ou collective. C'est à son bavardage, là encore j'utilise un de ces termes, que Leonardi attribue le plaisir et le succès d'un livre de cuisine, à ce que la recette se prête véritablement au partage quand elle donne à son auteur une voix narrative, une personne. Nombre d'auteurs culinaires à succès, comme Jamie Oliver, Nigella Lawson, Trish Luzen, Madhu Jaffrey ou Fatima Hall, ainsi que les superstars de la recette, accompagnent ainsi d'une anecdote, d'une remarque, d'un souvenir. La recette est impliquée dans une situation énonciative, dans la structure d'un discours. À travers la reconnaissance de sa voix origine, et donc de son originalité, la recette gagne un style et crée une intimité toute littéraire entre l'auteur et le lecteur cuisinier. Elle s'offre du même coup au dialogue, à la réadaptation, un peu à la manière d'un blog où les lecteurs et testeurs de recettes peuvent laisser leurs commentaires. Elle crée une communauté dans laquelle la règle technique s'offre à la subversion, à la révision. La recette jouissive est celle qui se laisse remanier par le goût individuel de son public. C'est l'erreur peut-être du cuisinier mis en scène par Julian Barnes dans Un homme dans sa cuisine, paru en 2003. Traduction qui ne rend pas l'ironie du titre original, The Pedant in the Kitchen. Ce pédant confie qu'il est en effet capable seulement de reproduire l'exactitude mathématique et rassurante de ses recettes. Par contraste, les cuisiniers gourmands et bavards, qu'ils soient romanciers ou auteurs de livres de cuisine, proposent des recettes moins directement techniques et en font du même coup un genre plus immédiatement narratif. L'œuvre de M.F.K. Fisher, par exemple, qui constitue pour Leonardi une meilleure formation pratique que n'importe quel livre de cuisine technique, ébauche un genre indéfini entre l'essai, l'autobiographie et le livre de cuisine. En exergue de son autobiographie, Le gastronomique contenu, le moi gastronomique, c'est d'ailleurs ainsi que Fisher justifie l'écriture culinaire. Je cite, de tout début du roman. Les gens lui demandent « Pourquoi écrivez-vous à propos du boire et du manger, à propos de la nourriture? Pourquoi ne pas raconter les conflits pour le pouvoir et la sécurité? Ne pas écrire sur l'amour comme tout le monde ?» Leurs questions sont des accusations, comme si j'étais en quelque sorte répugnante, traître à la grandeur de ma profession. Mais quand j'écris à propos de la faim, ce que je raconte en réalité, c'est l'amour et l'appétit que je provoque.
C'est la chaleur et l'amour et l'appétit de cette chaleur. Et finalement la chaleur, la plénitude et la réalité délicate d'un appétit assouvi. Et tout cela ne fait plus qu'un. Mais on retrouve presque ici les mêmes mots que ceux de Kim Thuyer qui disait que quand elle écrit sur la nourriture, elle écrit en fait sur l'amour. Les recettes que nous aimons racontent donc des histoires qui sont peut-être même plus jouissives que la promesse de dégustation future. Si l'on en croit Bill Wilson, critique culinaire et collectionneuse de livres de cuisine, la sensualité de la recette résiderait donc dans le présent de la lecture. La recette, en ce sens, est toujours fictionnelle, parce qu'elle est toujours une projection. Wilson affirme même qu'elle voudrait ne jamais avoir à cuisiner ses recettes préférées, pour ne pas gâter le goût parfait qu'elles ont dans son imagination. Elle donne l'exemple d'une de ses recettes favorites, celle des asperges en sauce du cuisinier François, un livre de cuisine écrit par Lavarenne au XVIIe siècle. Le plaisir de cette recette démodée, qu'elle n'a jamais essayée, tient à son vocabulaire suranné, parfois incompréhensible, à la part de mystères nichés entre les indications techniques. La sensualité de la recette est intrinsèquement celle d'un rêve, ce que Wilson appelle une manière de goûter en esprit. Si le festin est imaginaire, le plaisir est sensuel. Le langage de la recette est déjà performatif. Un survol de la propension fantasmatique de la recette ne saurait se faire sans jeter un coup d'œil à l'image qui l'accompagne presque toujours. Loin de servir simplement de mise en situation, l'image permet une narration au-delà des mots. Si elle n'est pas une simple illustration, fait-elle alors partie de la recette? Et qu'est-elle par rapport à son texte? Un doublé redondant, une interprétation, une sublimation, une trahison, une mystification avant tout Photoshop. Elle l'imagination du lecteur ou la limite-t-elle au visuel de la page? L'image informe et influence notre lecture de la recette. Si elle limite les potentialités sensuelles et interprétatives de notre imagination, elle donne aussi une réalité plus palpable à tout ce qui semble qu'un bon dessin vaut mieux qu'un bon discours. Certaines publications contemporaines choisissent l'originalité d'une écriture visuelle, sans doute jugée plus apte à l'implication technique, comme Picture Cook, See, Make, Eat, de Cathy Shelley, publiée en 2013, qui, comme l'indique son titre, ne s'embarrasse pas de mots pour raconter ses recettes. L'image n'abolit cependant pas nécessairement le texte et fonctionne souvent de concert avec lui. C'est le cas d'une réforme culinaire, esthétique et sociale vue par Marinotti, le fondateur du futurisme et l'auteur d'un incroyable manifeste gastronomique, la Cucina Futurista. Ces recettes de bonne foi, même si elles retournent parfois un peu l'estomac du lecteur, mettent surtout l'accent sur la présentation des plats, explicitement envisagées comme des sculptures ou des tableaux. Sur le papier, elles sont livrées avec des illustrations plus ou moins abstraites, comme si l'image était une traduction plastique de l'impression littéraire laissée par la recette. Dans ce cas, la recette ne fonctionne qu'en dialogue avec l'image. C'est peut-être aussi le cas des recettes consignées par Dali dans le livre Gala, qui parlent de concert avec leurs illustrations oniriques. Le livre de cuisine est presque ici un objet d'art, certainement un beau livre de table basse. Les anthologies de livres de cuisine, comme le Cookbook Book de Florian Baum, publié chez Faygon l'année dernière, en reproduisant leurs plus belles pages sans s'intéresser vraiment à leur contenu textuel, suggèrent aussi que les classiques de la littérature culinaire sont déjà des objets visuels. Dans la logique commerciale, l'image se veut explicative et ou alléchante. Elle doit faire venir l'eau à la bouche pour motiver le lecteur cuisinier à acheter le livre. Pour ce faire, elle ne suscite pas simplement son appétit, mais ses fantasmes plus profonds. Ce que Barthes appelle l'esthétique de surface est un appât si lisse qu'il renvoie aux lectrices d'elle l'image fantasme de leur rêve bourgeois. De la même manière, l'image culinaire peut être un miroir aux alouettes, grâce auquel le lecteur cuisinier embrasse un fantasme identitaire. Il lui permet de s'identifier comme bobo écolo branché, foodie explorateur, épicurien sophistiqué. Comme le suggère la rhétorique du food porn, ce fantasme identitaire est aussi bien souvent doublé d'une dimension sexuelle. Les étals de librairie et les colonnes de magazines témoignent d'un phénomène de mode, la création de communautés pour hommes à travers la recette. Ce discours éditorial concrétise le rapport entre la nécessité pratique de cuisiner et le fantasme genré qui est central à la pratique de la cuisine domestique. Il joue sur les attributs traditionnels de la masculinité à travers une rhétorique visuelle stéréotypée pour convaincre le consommateur que cuisiner est non seulement acceptable, mais peut même conforter sa virilité. Ce rêve de masculinité se présente comme une réponse à l'écrasante majorité des publications culinaires destinées à la ménagère. À l'immense succès du How to be a Domestic Goddess, une
une déesse domestique de Nigella Lawson et de la petite robe noire de Triche-les-Ailes, référence directe à Chanel, répond par exemple celui de la cuisine du divorcé, paru en 2009. L'asservissement au fourneau se fait à grands coups de justification. Il faut nourrir les enfants et c'est pour une nouvelle femme, et réside de honte l'effet de ce pédantisme qui fait que l'homme dans sa cuisine pourrait se passer des indications de la recette. La couverture du livre nous montre un homme en train de cuisiner, le visage caché derrière la couverture du même ouvrage, mise en abîme étourdissante de l'anonymat du pays. Ces agents cuisiniers anonymes sont aussi employés dans les ouvrages de cuisine scientifique, qui rapprochent la préparation du repas de l'expérience de Shea. Les livres de cuisine scientifique sont remarquablement asexueux, choisissant des couleurs neutres et un vocabulaire technique. Mais les mains anonymes et silhouettes sans visage appartiennent toujours à des hommes. Des titres aussi évocateurs que Mec Attitude, 10 menus 100% viril ou encore Burke, c'est bon, pointent un fantasme de virilité depuis une autre stratégie visuelle. De tels ouvrages insistent sur le caractère primaire, voire violent de l'acte alimentaire. À travers une pléthore de recettes carnivores, il rejoue le stéréotype de l'homme chasseur pour masquer l'euphémisme de la violence des pièces de boucherie qu'on trouve en supermarché, vidées de leur sang et empilées dans des sanitaires petits parquets blanches. En janvier 2013, The Miami Tribune, un magazine pour hommes, proposait notamment la recette d'un petit déjeuner à la Dexter, employant le vocabulaire et l'imagerie du corps pour séduire ses lecteurs. Comme dans le générique de la série, la photographie culinaire qui accompagne ces recettes favorise les très gros plans, les coulées de sang, les photographies de viande crue. La cruauté de la crudité n'est plus ni écœurante ni vulgaire. La cuisine devient le théâtre d'un affrontement agonistique. Les plats sont mis en scène sur une planche de bois brut, frémissant dans la poêle brûlante ou chevauchés par la lame brillante d'un immense couteau de cuisine. Rêve de repas, repas de rêve, fantasme alimentaire identitaire, la recette sous ses airs de cuisine au sang est donc toujours narrative. À travers notre itinéraire, elle s'est présentée à nous comme un lieu de rencontre, de partage, mais aussi d'affrontement. Elle tisse des histoires et des communautés, des liens entre les mots et les choses, l'estomac et l'esprit. Si narration informée il y a, c'est donc d'abord celle qui est propre à un médium et à sa matérialité. Le glacé du papier, la mise en page, le format du support, l'image. Mais c'est surtout l'histoire que la recette raconte entre et au-delà des indications techniques. C'est l'échange littéraire et sensuel qui s'établit par le récit et sa situation énonciative. La perspective hédoniste n'est plus seulement envisagée à travers la matérialisation du plaisir, c'est-à-dire l'objet alimentaire, mais aussi à travers sa propension littéraire au plaisir, à travers le rapport entre le corps du lecteur et le corpus du texte imprimé. La lecture de la recette, indépendamment de l'action culinaire, est déjà sensuelle. Elle murmure tout bas, entre les lignes et les sifflements d'une cocotte, imaginaire de réel, cette petite vérité domestique. Le plaisir du mot ne supplante pas ce rythme, il se confond.